Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Comme premier sujet, c'est un dossier qu'on a déjà abordé ici à l'émission et qui continue de faire réagir. C'est tout le dossier du programme des travailleurs étrangers qui affecte plusieurs entreprises, particulièrement de la région. Il y en a une qui, en fait, se voit menacée de fermeture en raison de ces nouvelles règles. Il s'agit de l'entreprise Service Marine Canada et je reçois son président, M. Dominique Plouffe. M. Plouffe, bonjour. Bonjour. Bon. En quoi vous êtes touché par la situation du programme des travailleurs étrangers exactement? En fait, il y a plusieurs volets à ce dossier-là. Il y a le volet géographique, il y a le volet humain et il y a le volet travailleur en soi. Présentement, ce qui arrive, c'est que le gouvernement ne renouvelle aucun permis de travail, n'en émet plus de nouveaux. Et on est contraint aussi à une limite de temps. On est très, très restreint dans le temps. Et ce qu'on essaie de discuter avec le gouvernement, de lui faire comprendre, c'est que tout ce qui est arrivé, tout ce qui arrive présentement ou ce qui est arrivé dans le passé, dans les derniers mois, c'est que ça ne nous laisse pas le temps de se virer de bord. On n'a pas la capacité d'aller chercher des gens ailleurs. On ne peut pas créer des gens non plus. Et dans mon domaine, à moi, plus particulièrement, on est très, très spécialisé dans notre domaine, ce qui fait en sorte que former quelqu'un pour faire le travail qu'on fait peut prendre de 3 à 4 ans. Et là, on se fait mettre ça sur le nez il y a quelques mois par le gouvernement, les nouvelles mesures qui appliquent, des nouvelles lois, des nouveaux programmes aussi. Et là, à ce moment-là, ça nous met au pied du mur pour dire, bon, ben écoute, qu'est-ce qu'on fait pour trouver des travailleurs, où est-ce qu'on va aller les chercher, puis ceux qu'on a là, qu'est-ce qu'on fait avec eux autres? Là, il faut annoncer aussi la nouvelle à des travailleurs qu'on a, là, que ça ne s'enligne pas bien. Là. Bon, alors, on va parler un peu de l'entreprise. Qu'est-ce que vous faites exactement? Quel genre d'employés vous utilisez? Et, parce qu'il y a beaucoup d'employés étrangers qui travaillent pour votre entreprise. Oui, actuellement, on n'est pas une très grosse entreprise. On a 14 employés au total dans l'entreprise. Par contre, on a 13 employés, pas 13, on a 6 employés, excusez, qui viennent de l'étranger. Service Marine Canada, c'est une compagnie qui est spécialisée dans les systèmes de propulsion pour les navires de grande taille, c'est-à-dire des porte-avions, des pétroliers, la marine marchande, des brise-glaces. Principalement, les corps de métier qu'on a dans notre entreprise, c'est des soudeurs et des machinistes et des finisseurs de métaux. À ce moment-là, on a été capable d'aller en chercher à l'étranger, nous particulièrement aux Philippines, car le domaine maritime aux Philippines est très, très développé. Fait que pour nous, quand ces gens-là sont arrivés ici, on n'a pas eu de formation à leur donner en soi. Ils connaissaient déjà le travail. Ils travaillaient déjà dans des usines où ce que nous autres, Service Marine Canada, on s'approvisionne avec certaines parties de navires là, qu'on revend à des clients. On était détaillants pour ces compagnies-là. Ouais. Et pour dire aux gens aussi que vous n'êtes pas légion à faire ce que vous faites. Je pense qu'il y a 3 entreprises dans le monde qui font ce que vous faites. Là. Effectivement. Dans le fond, il y a nous, Service Marine Canada, qui est ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Notre plus proche compétiteur se trouve à être Olds Engineering, qui eux sont en Australie. Fait que disons qu'on ne joue pas d'impact ni un ni l'autre. Il y en avait d'autres dans le passé, mais depuis le temps, moi j'ai racheté quelques-uns des compétiteurs qu'on avait ici au Canada. Mais même aux États-Unis, là, à cette heure, on est appelé à faire des jobs au travers le monde. Fait qu'il n'y a vraiment pas grand compagnie qui fait ça là, au travers la planète. Donc, là. même si vous n'êtes pas... Bon, vous parlez de 14 employés. Si on ne change pas les règles, vous perdez quand même la moitié de votre main-d'œuvre, ce qui est énorme. Oui, exactement. Ça nous cause un problème parce que si, admettons, on a 100 employés puis qu'on en perd 2, on perd un faible pourcentage. Dans le cas actuel, si j'ai 3 soudeurs puis j'en perds 2, je viens de perdre 75 80 de ma production. C'est ça qui vient difficile un peu à gérer. C'est la même affaire aussi du côté des machinistes. Là. Si on en a 2, et si on en perd un, on perd 50 de notre production. Fait que c'est pas trop long que ça affecte un chiffre d'affaires d'une entreprise. Puis ça allait bien. On a passé au travers la COVID, on a passé au travers les changements de prix après les problèmes en Ukraine avec la Russie et tout ça, parce que les marchés ont vraiment bougé beaucoup des métaux. Et là, on réussit à sortir tranquillement la tête de l'eau. Et là, on a le gouvernement qui vient de nous mettre un beau bâton dans la roue en avant du vélo. C'est un peu dur à prendre, disons. Là. Parliez de la difficulté de trouver des employés. Vous avez même affiché des postes. Ça fait 8 ans que le poste est affiché et que vous avez trouvé personne. Personne. En fait, en 8 ans, on a peut-être recensé, je vous dirais, aux alentours de 3000 CV. Sur les 3000 CV, il y en a plus de 90 % qui venaient de l'extérieur du Canada.
C'est sur la partie qui restait ici au Canada, mettons au Québec, là, que des gens peut-être de la région ou de Montréal, là, quelques-uns. Il y en a là-dedans, on a des commis d'épicerie, on a des commis de dépanneurs, des pompistes. Fait que, tu sais, un moment donné, quand on fait un tri au travers de tout ça, au bout de la ligne, il nous reste peut-être comme 5 CV qui sont potables. On les passe en entrevue, puis la nouvelle mode puis je ne suis pas le seul propriétaire d'entreprise qui va le dire, la nouvelle mode aujourd'hui, c'est le no-show. C'est qu'on dit à la personne, c'est beau, on t'embauche, on va t'essayer, du moins on a besoin de monde. Le lundi matin, on attend la personne, puis la personne ne se présente jamais, juste on ne sait pas ce qui s'est passé, puis il ne se présente pas du tout. Donc, vous faites des pressions actuellement pour que Ottawa revienne sur sa décision. Oui. Quelles sont vos revendications? Et je pense qu'il y a un enjeu aussi, là, parce qu'on en a parlé, j'en ai même parlé avec le ministre Roberge lorsqu'il est venu sur le plateau. C'est cette règle qui inclut la région ici aux mêmes normes que Montréal, alors qu'on ne connaît pas on n'a pas du tout la même réalité au niveau de la main-d'œuvre. Non, on a eu la semaine dernière, on a eu une rencontre avec la ministre de l'Emploi à Ottawa, avec des personnes provenant de Emballage Saint-Jean, Tremcar, Soleno, Métal Sigma. On a rencontré la ministre de l'Emploi là-bas pour justement ce point-là au niveau géographique, leur expliquer que faire sortir les gens de Montréal le matin pour venir travailler sur la Rive-Sud, étant donné qu'ils nous incluent dans la grande région de Montréal, où ce que le taux de chômage actuellement à Montréal dépasse 6 % et qu'ici, vraiment, localement, on est en bas de 4 ou proche de 4 On essaie de leur expliquer, écoutez, on ne peut pas faire sortir les gens de Montréal pour venir travailler sur la Rive-Sud. Ça ne fonctionne pas. On n'a pas de lien direct non plus avec le REM. C'est l'autobus. On est restreint l'hiver, tout ça. Les chemins et le trafic, on ne se le cachera pas non plus, là. Fait que les gens de Montréal ne voudront pas venir faire 2h30 de route ou 2 heures de route le matin pour venir travailler et à l'inverse pour s'en retourner le soir. Ça, c'est un point qu'on a discuté avec eux autres. Ils sont à l'écoute, ils réalisent certaines affaires. Dire s'ils vont faire des changements, on ne sait pas. Nous autres, on les pousse vraiment à essayer de faire ça vite parce que nous, on va perdre des travailleurs à partir, et les autres entreprises de la région, on va perdre des travailleurs à partir du mois de décembre, janvier. Fait que là, le déclin va se faire très rapidement et là, on va avoir des problèmes. Là, on est déjà rendu au mur, là, puis on a les deux pieds sur le frein. Là, donc, vous vous êtes joint à un premier groupe d'entrepreneurs, là, d'entreprises qui songeaient à peut-être jusqu'à aller poursuivre le gouvernement pour ces nouvelles règles-là. Oui. Est-ce que vous allez jusque-là, vous aussi? Oui, nous autres, on a embarqué dans un deuxième groupe. Il y a eu le premier groupe qui s'est créé, 23 entreprises. La deuxième, si je ne me trompe pas, on est 14 ou 17. Là, je ne veux pas dire les chiffres exacts, là, je me rappelle pas. Et oui, effectivement, on poursuit le gouvernement, mais ce n'est pas nécessairement pour le côté, comment je voudrais, perte de profit de l'entreprise ou perte de travail. Il y a une grosse partie de ce dossier-là qui est au niveau de la vie humaine aussi. On ouvre les bras à faire rentrer des travailleurs étrangers ici. Un coup qu'ils sont rentrés ici, on s'en revient de bord, puis on le botte là derrière en disant, ben va-t'en chez vous, on n'a plus besoin de toi. C'est un petit peu pas humain. Moi, j'ai des travailleurs qui sont installés ici, ça fait 7 ans. Tu sais, ça fait pas 7 jours, 6 semaines, ça fait 7 ans qu'ils sont ici. Fait que c'est un peu difficile d'arriver à quelqu'un qui a eu des enfants ici, que son enfant vient à l'école ici, j'en ai plusieurs. Les enfants sont dans les écoles ici, sont éduqués en français, ils se sont intégrés, ils ne sont pas ici pour changer notre culture ou notre façon de faire du tout. Puis là, il faut que tu leur annonces, ben là, je m'excuse mon grand, mais après 7 ans, ben on te met dehors parce que le gouvernement vient de changer les règles. Puis la beauté de ces travailleurs-là, c'est que ce n'est pas nécessairement juste des travailleurs, c'est des travaillants et ils sont là pour aider les entreprises. Une chose que moi, je n'avais jamais vue, la première journée que j'ai fait rentrer ces gars-là dans mon entreprise, ils m'ont dit, parce qu'ils m'appellent tout le temps boss, ils disent « Boss, on n'est pas là juste pour l'entreprise, on est là pour te libérer, pour t'aider. » Puis ça, jamais ça m'avait été dit d'un travailleur local, là, une affaire comme ça, puis j'ai très, très apprécié. Puis c'est la même affaire pour les autres entreprises, on les apprécie vraiment, ces travailleurs-là. Oui, parce que vous en avez parlé, je me répète, on en a parlé sur le plateau, ces gens-là ne volent pas des emplois aux gens parce qu'ils sont spécialisés. Vous avez besoin de ce genre de travailleurs-là parce qu'ils font un travail précis dont vous avez besoin. Exactement. Des gens, ce qu'on explique aussi au gouvernement, c'est que des gens, on n'en invente pas. Quand j'ai eu des discussions avec eux autres, puis ils nous ont parlé du taux de chômage, ils nous ont dit, vous savez, M. Plouffe, il y a des gens sur le chômage, ils sont tous disponibles à travailler. J'ai dit oui, mais j'ai dit,
s'il y a tant de monde que ça prêt à travailler, j'ai dit, il manque beaucoup de monde au gouvernement. J'ai dit, embauchez-les, vous. Là, on m'a répondu, vous savez, M. Plouffe, ils n'ont pas tout le savoir ou les qualifications pour faire le travail. Puis j'ai dit, vous savez, madame, c'est exactement la même chose de mon côté. C'est pas tous des soudeurs, c'est pas tous des machinistes ou des designers en propulsion maritime, en spécialisés en aval. J'ai dit, fait qu'on ne peut pas embaucher n'importe qui dans qu'est-ce qu'on fait. Fait que c'est là que ça devient comme un bras de fer avec le gouvernement, là. Bon. Je parlais en introduction que l'entreprise pourrait être menacée de fermeture si jamais les règles ne changent pas. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que vous craignez devoir poser un tel geste et de fermer l'entreprise? C'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. On regarde d'autres options, peut-être déménager l'entreprise dans une autre région démographique, ce qui ferait que ça aiderait pour que les règles soient moins appliquées. Oui, c'est ça. Parce que là, actuellement, on parle que je prends mon usine. Nous autres, on est situé à Iberville, dans le parc industriel. Si je prends mon usine et je la recule de 1 km, je tombe dans une autre région géographique, là, démographique aussi pour le chômage, tout ça. Puis c'est beau, tu peux garder tes gars. Mais là... Parler de la région de Brome-Missisquoi. Là, je pense qu'on tombe dans Estrie, canton de l'Est. Fait que là, à ce moment-là, on peut garder nos gars. Puis ce qu'on leur essaie de leur expliquer, c'est qu'on a dépensé beaucoup d'argent pour les faire venir ici. On les a. On ne veut pas nécessairement tout le monde en avoir 12 nouveaux dans l'usine, mais au moins ceux qu'on a, laissez-nous-les. Ouais. C'est pas des nouveaux. Ça fait 7 ans qu'ils sont ici, qu'ils font leur vie ici, comme vous, comme moi. Ils profitent de la vie comme tout le monde ici. Ils vont dans les magasins ici, ils sont hyper locaux et ils visitent tout. Nous autres, on veut les garder. On est bien avec eux autres, ils sont bien avec nous autres. Puis, on veut au moins garder qu'est-ce qu'on a là, pas toutes les éliminer un à un. Oui. Est-ce que vous avez beaucoup de contrats avec les paliers de gouvernement? Oui, c'est un de nos principaux. C'est ça qui est le plus drôle, c'est un de nos principaux clients. Pour ça, je pose la question. Actuellement, on s'occupe de 99 % de la flotte de la garde côtière canadienne. On s'occupe aussi, on a signé un contrat avec la Davie, il y a 5 ans, pour une période de 20 ans. Pour tous les bateaux de la Défense nationale et on est en train de renégocier encore un autre contrat, probablement d'une 20aine d'années avec eux autres pour faire les travaux là, sur la flotte canadienne. Donc, si le gouvernement ne change pas ses règles, il se tire un peu dans le pied. Ils vont avoir des problèmes. Parce que de toute façon, le premier ministre Mark Carney qui veut augmenter les travaux d'infrastructure, veut investir en défense. Bon, c'est peut-être pas nécessairement le même créneau, mais il y a un aspect de cette industrie-là que le gouvernement souhaite développer. Vous êtes dedans. Là. On est les deux pieds dedans, comme on dit. Là. On est 2 pieds dans la soupe là, parce que le gouvernement investit des milliards dans le renouvellement de la flotte, autant de la marine marchande que la Défense nationale, que la garde côtière. Puis là, ce qu'on explique, on lui dit, bien, tu sais, vous mettez des milliards pour refaire la flotte canadienne, mais quand tous ces bateaux-là vont être construits ou être en construction, on va avoir de la misère à les construire parce qu'on va manquer de monde. Et deuxièmement, je dis, ça va prendre du monde pour l'entretenir, cette flotte-là. Et là, vous ne l'aurez plus. Ouais. Fait qu'est-ce qu'on va faire? On va l'envoyer ailleurs dans le monde, on va l'envoyer des pièces en Europe. Là, on va éparpiller tout ce qu'on a ici pour donner de l'ouvrage à d'autres personnes. Ouais. Dans la situation où on est actuellement avec les relations avec les États-Unis, ce ne serait pas une bonne nouvelle de perdre ce genre d'entreprise. Du tout. Monsieur Plouffe, merci beaucoup. Ça et puis fait bonne plaisir. chance. On va espérer que le dossier se règle le mieux possible. Merci beaucoup. Merci. On fait une pause et on vient tout de suite après. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. Ensemble, nous gardons l'art vivant. À tous les lundis, 18h30, sur les ondes de TVHR. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo.
Saint-Jean-sur-Richelieu va accueillir le 20 novembre prochain la 8e édition du maillage numérique. Et pour nous en parler, je reçois Mme Catherine Lachance-Lavergne, qui est agente de développement culturel numérique pour Culture Montérégie. Mme Lachance-Lavergne, bonjour. Bonjour. Parlez-nous un peu donc de ce que c'est le maillage numérique là, qui sera sa 8e édition. Oui, c'est ça. Maillage numérique, c'est un événement qui a été lancé en 2018. Donc, on en est à la 8e édition. Et ça le dit dans le titre, c'est un événement qui se veut un événement pour faire des maillages entre les acteurs du numérique en Montérégie. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir avec nous tous les gens qui pourraient être intéressés à faire des collaborations en art numérique, que ce soit les artistes, les experts en numérique ou les diffuseurs, dont les municipalités, les places publiques, les musées, etc. Parce que c'est un secteur, parce que on a parlé ici à l'émission de la cargaison, on aura l'occasion de revenir sur votre collaboration avec la cargaison, mais c'est un secteur, là, le numérique, qui prend de plus en plus de place dans la création artistique. Exactement, c'est un secteur qui est en croissance, mais il y a beaucoup d'enjeux associés à ça. Donc, tu sais, l'art numérique utilise la technologie a des bénéfices et des enjeux. On pourrait y revenir quand on va discuter de la thématique de cette 8e édition. Mais justement, oui, c'est un secteur en croissance, mais qui amène beaucoup de questionnements par rapport aux diffuseurs, aux municipalités qui veulent aller de l'avant avec ça, mais qui pourraient avoir peur ou qui ont peur de certains coûts. Donc, ça amène tout le monde autour de la table pour discuter de comment on travaille ensemble pour réaliser des projets en art numérique. L'activité va pouvoir permettre justement ce genre d'échange-là. Exactement, tout à fait. Pour venir au thème, le thème que vous avez choisi, c'est l'intelligence artistique. Exactement. Et c'est important de dire avec un I en gras et un A en gras, donc ça sous-entend IA. Exactement. Donc, intelligence artistique, mais IA aussi, parce qu'on va discuter de la place de l'intelligence, la place en fait de la sensibilité artistique dans l'usage des technologies, dont l'intelligence artificielle. Parce qu'on le sait, l'intelligence artificielle, en ce moment, est une technologie qui prend de plus en plus de place. Plusieurs l'intègrent dans leur démarche artistique ou du moins dans leur projet artistique. Et on va vouloir discuter de où est la place de l'art dans l'usage de la technologie. Est-ce que la technologie, c'est un outil ou une finalité? Quels sont les bénéfices de la technologie, de l'intelligence artificielle, mais aussi quels sont les enjeux à l'intégrer dans sa pratique? Oui, parce qu'il y a encore une crainte au niveau de l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais je pense que ça va permettre peut-être aux gens de répondre, d'avoir certaines réponses à des questionnements qu'ils ont, parce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle de bonne façon et de mauvaise façon, et je pense qu'il faut mettre l'accent sur la bonne façon d'utiliser l'intelligence artificielle. Exactement. Il y a des bonnes pratiques. Oui. Maintenant, c'est une zone grise à savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. On a certaines bonnes pratiques et codes d'éthique à suivre qui vont être discutés lors de l'événement. Justement, on a le colloque en après-midi qui va aller plus à profondeur sur qu'est-ce que l'intelligence artificielle, les bonnes pratiques, est-ce que c'est un outil, comment bien l'utiliser en tant qu'outil. Donc, je peux peut-être en parler tout de suite, mais justement, le colloque en après-midi, on a une conférence qui débute sur l'intelligence artificielle pour que les participants saisissent bien les bases de l'intelligence artificielle. On a un atelier par la suite qui est donné, dans le fond, la conférence et l'atelier, c'est donné par l'un des partenaires, le présentateur, qui est l'Agence créative Arlequin. Par la suite, on a une conférence de la cargaison collectif créatif qui est sur l'intelligence collective. Donc, par après, comment on fait pour travailler tous ensemble puis s'assurer que, dans le fond, on utilise le meilleur de tout le monde pour s'assurer que l'art reste l'art et que ça soit l'humain qui soit derrière et non pas la technologie. Et on termine à 4 heures par un panel avec 5 panélistes pour aller plus en profondeur sur différents points de vue, différents enjeux et bénéfices, comment chaque personne, dépendamment de son domaine, perçoit l'usage de la technologie et de l'intelligence artificielle à travers son travail ou son art. Bon. Et vous allez travailler en collaboration avec la cargaison collectif créatif. Exact. Donc, votre présence à Saint-Jean, évidemment, ça va de soi de travailler avec la cargaison qui utilise déjà ce genre de technologie là, dans sa création. Exact. La cargaison collectif créatif n'utilise pas nécessairement autant l'intelligence artificielle que Arlequin, donc l'Agence créative Arlequin, qui est notre présentateur, mais utilise abondamment la technologie dans l'art, dans leur projet d'art numérique. Et justement, on va avoir un petit teaser, si je peux me permettre. Donc, on va pouvoir, lors de la soirée, à 18h, il va y avoir l'expérience immersive Noël Illuminé, exactement, qui va être un petit 30 minutes sur le 1 heure du spectacle global. En fait, ça va être la pré-première. Donc, on va pouvoir avoir un avant-goût, un aperçu du spectacle et de
dans le fond, de ce que la cargaison a à offrir en termes d'expérience numérique immersive. Exactement, parce que ce ne sera pas le premier projet de la cargaison à la cathédrale, mais les gens vont pouvoir justement avoir un aperçu là, de ce très beau projet Noël illuminé. Exact. Bon. Pourquoi la cathédrale? Justement, à cause de ça, à cause du lien entre la cargaison et le site qu'on va tenir le maillage numérique à cet endroit? En fait, maillage numérique, à chaque année, on a toujours un présentateur et un autre qui est du domaine des arts numériques en Montérégie. Et ça fait longtemps qu'on collabore avec la cargaison pour différents projets et ça allait de soi pour nous qu'un jour, on allait tenir un maillage numérique à cet endroit qui est magnifique et qui jumelle justement le patrimoine, l'architecture et l'art numérique. Et ça s'est concrétisé cette année, là, mais c'était un désir de plusieurs années de vouloir le tenir à cet endroit-là. Bon. On parle donc de la cathédrale. Il y a un aspect de la journée qui m'a pas fait sourire, mais qui est quand même un peu hors de l'ordinaire, c'est que vous allez faire des maillages à l'aveugle. Donc, vous allez utiliser les confessionnals. Peut-être nous expliquer un peu comment ça va fonctionner. Oui, donc il va y avoir... oui, c'est un petit clin d'œil justement à l'endroit où on se retrouve. La cargaison collectif créatif utilise déjà les confessionnaux pour offrir des expériences supplémentaires lors des spectacles, par exemple des casques de réalité virtuelle pour vivre des expériences de réalité virtuelle. De notre côté, lors de l'événement, on va piger des noms pour permettre aux gens à l'aveugle d'aller à la rencontre d'une autre personne lors de l'événement, une personne qui ne serait peut-être pas allée à la rencontre d'eux, et ça leur permet d'échanger et de voir s'il n'y a pas des collaborations inusitées, des maillages inusités dans le domaine de l'art numérique qui pourraient naître de ces rapprochements-là, de ces rencontres-là. Donc, on va tout simplement piger 2 noms et on va les jumeler ensemble dans les confessionnaux. Il va y avoir 4 confessionnaux qui vont être ouverts pour ça durant le colloque en après-midi. Et en soirée, on va les réouvrir sans piger de nom puisqu'on attend plus de gens. On va inviter les gens à aller dans les confessionnaux pour pouvoir aller à la rencontre de quelqu'un et élaborer davantage une collaboration potentielle. Oui, c'est fort intéressant. Donc, si on regardait davantage, on va cibler un peu la programmation de la journée. Vous avez parlé donc de colloques, donc c'est des conférences qui auront lieu dans l'après-midi là, pour les gens qui vont y assister. Exactement. Dans l'après-midi, c'est un colloque. Pour revenir à l'essence de maillage numérique, normalement, ça s'est toujours voulu une soirée. On a rajouté dans les dernières années le colloque d'après-midi pour en donner plus aux gens qui voulaient justement vouloir en apprendre plus sur l'art numérique. Donc, en après-midi, comme j'ai dit, cette année, on a le colloque de 1h à 17h30 qui va avoir une conférence, un atelier, une autre conférence et un panel portant sur l'intelligence collective, l'intelligence artistique et l'intelligence artificielle. Et par la suite, à 17h30, on ouvre le billet gratuit au grand public et aux gens intéressés. Et c'est là aussi qui demeure l'essence de maillage numérique, c'est qu'il va y avoir, suite au spectacle Noël s'illumine, à 18h30, il va y avoir la présentation de 8 projets technocréatifs qui ont été sélectionnés par un jury. Donc, l'appel de projet s'est terminé il y a de ça environ un mois. Et 8 projets ont été sélectionnés par le jury. Les présentateurs de projets vont venir présenter leurs projets technocréatifs. On a des projets de tout genre. On a un projet Chenal, si je pense, de Philippe Corriveau, qui est à Vaudreuil-Soulanges, en Montérégie, qui présente une scène flottante, immersive, pour permettre la création et la diffusion de l'art numérique tout au long du canal des Soulanges. Donc, ça, c'est un des projets qui va être présenté. On a des projets de type... un programme pour les jeunes, un programme de médiation culturelle pour les jeunes qui utilisent les jeux vidéo pour faire valoir le patrimoine matériel et immatériel. On a un projet qui utilise l'art et la technologie, en fait, c'est l'art numérique, pour mettre les participants dans un contexte pour bien comprendre comment les personnes atteintes de bipolarité, d'anxiété, de dépression, voire même de schizophrénie se sentent. On a un projet qui permet aux gens de vivre un deuil, de vivre leur deuil. Donc, on a plusieurs projets. Il y en a 8 au total. Il y en a un autre aussi que je pense qui utilise les plantes pour faire de la musique. Ah. Donc, on peut être plus proche du divertissement parfois, plus proche de la santé mentale pour d'autres projets. Donc, on va toucher un peu à tout et ça va permettre aux participants de bien comprendre comment ils peuvent amener l'art numérique à leur public ou pour les participants qui voudraient collaborer à des projets en art numérique, quel genre de projet a lieu en ce moment en Montérégie et avec qui ils peuvent collaborer. En fait, je ne pense pas que ce soit les projets en entier qui vont être présentés, ce soit des extraits là, de chacun des projets, là, à peu près 7 minutes, là, qui vont être présentés lors de la soirée, c'est ça? On voit ça un peu comme un pitch. Oui, un pitch de vente. C'est exactement un peu un pitch de vente, oui. C'est les artistes qui montent sur scène, qui viennent
faire leur pitch de vente, mais aussi inspirer les gens dans la place et faire un pitch pour présenter « Voici mon projet » et à la fin, ça se termine toujours par « Voici ce que je cherche ». Est-ce que je cherche un expert dans une technologie pour m'aider à finaliser mon projet? Est-ce que je cherche un diffuseur pour diffuser mon projet parce qu'il est terminé? Est-ce que je cherche un collaborateur pour travailler sur une certaine partie de mon projet? Donc, à la fin, il y a toujours une demande qui est faite au public. Et par la suite, le réseautage pour permettre aux gens d'aller à la rencontre des participants qui ont présenté. Bon. Donc, vous avez dit qu'en soirée, c'est ouvert au public. Oui. Qu'est-ce que les gens doivent faire pour assister à la soirée? Réservé sur le site maillagenumérique.ca. Donc, tout simplement, maillagenumérique.ca. Il y a un gros bouton « Réserver » et par la suite, il y a 2 types de billets. Un billet gratuit pour la soirée qui démarre à 17h30, grignotines, bières qui vont être servies et on a la soirée. Et pour ceux qui veulent participer au colloque, c'est un billet de 40 $, taxes inclus, frais de plateforme inclus. Donc, un 40 $, mais qui inclut aussi là, la boîte à lunch et les cafés, etc. en après-midi, bien sûr. Bon. Donc, vous êtes agent de développement culturel numérique. Vous travaillez pour Culture Montérégie. Vous travaillez également sur d'autres projets. Peut-être prendre une minute là, pour nous parler des autres projets sur lesquels vous travaillez. Oui, mon rôle est très varié chez Culture Montérégie. J'ai un rôle de support pour... Et oui, je m'adresse à tout le monde, là, justement. Toute personne qui travaille au sein d'organisations culturelles ou qui est un artiste professionnel peut me contacter. Donc, c'est numérique@culturemontérégie.qc.ca et je peux leur offrir un support en termes de tout ce qui touche au numérique, à la découvrabilité numérique. Donc, comment les aider dans leur site web, la promotion sur le numérique, on parle de métadonnées, là, je vais sortir des mots, le référencement organique, mais tout ce qui touche à leur découvrabilité numérique, je suis là pour les supporter. Donc, j'ai un rôle de service conseil et support. Je mets aussi en place des initiatives. Donc, on a eu 2 belles initiatives. On a eu une délégation à Homme Montréal, qui était un événement là, en art numérique à Montréal et en technologie créative. Ouais. Et il y a MTL Connect qui est en ce moment. On a une autre délégation qui y va. Donc, je mets en place des délégations. Je mets en place, on a eu un atelier conférence avec Métamusique, qui est une plateforme pour les métadonnées musicales. Donc, j'ai mis en place un atelier conférence. J'offre des formations également. Donc, tout au long de l'année, il y a beaucoup d'initiatives en numérique et en non numérique qui vont naître de Culture Montérégie. Je suis là pour les exécuter et m'assurer qu'on les livre et qu'on puisse en faire bénéficier tous les acteurs du secteur culturel en Montérégie. Bien, merci beaucoup. Donc, je vous rappelle, 8e édition du mariage numérique, ça va se tenir le 20 novembre prochain à la cathédrale de Saint-Jean-sur-Richelieu. Madame Lachance-Lavergne, merci beaucoup de votre visite. Merci beaucoup de l'invitation. Voilà, ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu, mesdames, messieurs. À la prochaine. Au revoir.